L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Benoît Hamon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes fondateur du mouvement Génération, ancien ministre, ancien candidat socialiste à la présidentielle, tête de liste du printemps européen pour les élections du 26 mai prochain. On en parlait à l'instant, 1er mai assez particulier cette année où les cortèges de Gilets jaunes vont croiser ceux des syndicats de salariés et des écologistes. C'est le signe, selon vous, qu'il n'y a pas de convergence possible ? Écoutez, si elle est là, en tout cas le 1er mai, tout le monde se retrouvera dans la rue. Est-ce que ce pas sera... côte à côte. Peut-être pas côte à côte, mais est-ce que c'est ça le plus important? L'essentiel, c'est que la plupart de ceux qui manifesteront le feront d'abord au nom du travail, de l'importance d'être correctement rémunéré, parce qu'aujourd'hui, le grand tabou de l'économie française, des sociétés d'ailleurs européennes, c'est la question des salaires. C'est la question aussi de la qualité du travail, qui est mauvaise dans beaucoup d'entreprises ou de secteurs. C'est pour ça qu'il faut se pencher sur la question de la pénibilité, de la réduction du temps de travail, de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Autant de sujets qui justifient que le jour de la fête du travail, on se mobilise pour dire aujourd'hui le travail n'est pas forcément de bonne qualité, il faut le partager, il faut qu'il y en ait plus, et qui fait de ce 1er mai un 1er mai malgré tout important. Alors est-ce qu'il sera entaché de nombreuses violences? Je l'espère que non, vraiment, parce que cette année, peut-être même plus que les années précédentes, c'est important qu'on se mobilise pour le travail, c'est important qu'on se mobilise pour l'augmentation des salaires, pour l'augmentation du SMIC. Ça vaudrait le coup d'une belle manifestation pacifique plutôt que des violences. J'espère qu'il n'y en aura pas. Alors les Gilets jaunes ont décalé leur mobilisation désormais traditionnelle du samedi à ce mercredi. Comment est-ce que vous expliquez, vous, que ce mouvement n'ait pas vraiment trouvé de sa traduction politique et particulièrement à gauche ? Écoutez, est-ce que le problème c'est la gauche? Macron nous avait dit ce sera moi ou le chaos quand il a été candidat au second tour. On a Macron et le chaos. On a une réforme des retraites qui se prépare, qui va être une catastrophe pour le niveau des pensions dont on bénéficiera. On a un mépris du travail, un mépris des salariés qui explique en grande partie le niveau, l'intensité de la violence dans la société française. Mais ça veut dire que cette forme de colère ne peut pas se faire dans une forme de structure? Oui, mais moi, d'abord, la responsabilité, c'est ceux qui gouvernent quand même. Je veux bien que l'opposition soit responsable, mais aujourd'hui, regardons, ça suffit, quoi. Non Emmanuel pas responsable, Macron, mais qu'elle n'a pas pu accueillir en son sein. Peut-être qu'elle ne peut pas accueillir, très bien, mais d'abord, moi, je veux le dire, quand les seules réponses du président de la République sont de baisser un tout petit peu les impôts, d'évacuer la question aujourd'hui de la contribution des plus riches, sinon de la sécession des plus riches, qui aujourd'hui refusent de participer à l'effort national, quand ils refusent de mettre à contribution, là encore, les entreprises les plus riches pour financer la transition écologique, qu'il évacue d'un revers de main la question des salaires, du travail, de la qualité du travail. Honnêtement, je le redis, je l'ai dit d'un mot, mais il se prépare une réforme des retraites qui va être une catastrophe pour le niveau des pensions. Ce n'est pas les pensions de ceux qui sont retraités aujourd'hui, mais de ceux qui vont arriver à la retraite. Est-ce que ça, on en parle? Assez peu. J'espère qu'on va en parler à partir du 1er mai, mais honnêtement, on n'a jamais vu un président faire autant violence à son propre peuple et son propre pays. Les coups qu'il porte à la société, aux individus, aux familles, aux travailleurs sont des coups d'une violence incroyable. Et on a aujourd'hui un corps qui convulse, un corps des soubresauts du pays qui sont la réponse ou la réplique à la violence exercée aujourd'hui sociale et économique par le président de la République. D'un mot, mais je veux dire, on est dans le simulacre quand par exemple on explique que les maternités, les hôpitaux ne fermeront pas. Oui, ils ne ferment pas, mais les services ferment à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on accepte aujourd'hui qu'il faille faire 60 km pour réparer une fracture du poignet? C'est ça aujourd'hui la réalité dans bon nombre de territoires. Et ce recul des services publics, c'est aussi une autre violence. Donc, moi, ça m'inquiète et j'ai envie de dire stop, là, parce que ça commence à devenir très pénible. Ça fait 3 à 4 mois qu'on a un niveau de violence dans la société française incroyable. Et c'est quand même la conséquence d'un choix politique, de l'idéologie d'un homme qui aujourd'hui ne change rien, ne corrige rien. Mieux, il a quand même expliqué que le grand débat confirmait que sa politique était bonne. Pardon, mais il y a quand même 2-3 indices pour montrer que ça ne va pas très bien quand même dans ce pays. On va parler d'Europe si vous voulez bien. Évidemment, les sujets sont liés. Votre liste à vous, c'est donc le printemps européen. Jusqu'ici, Benoît Hamon, le ciel est assez couvert. Vous ne dépassez pas 5% dans les sondages. Est-ce que vous irez au bout de cette campagne? Évidemment, nous, on a déposé notre liste. Ce n'est pas pour faire un petit tour et puis s'en va. Pourquoi? Parce que d'abord, on prend au sérieux cette élection.
pourquoi vous croyez que les lobbies sont si importants au Parlement européen? Parce que les parlementaires ont du pouvoir. Et moi, j'observe que beaucoup de ceux qui sont candidats à cette élection ne prennent pas au sérieux l'élection. Vous posez la question de savoir à des candidats aux élections européennes quel est le budget de l'Union européenne, ils l'ignorent. Quelles sont même les compétences fondamentales de l'Union européenne, ils l'ignorent. C'est assez frappant. Nous, on prend au sérieux l'élection européenne. On la prend au sérieux parce que à la fois la question de la transition écologique, mais aussi la lutte contre les inégalités sociales, justifie que ce soit au Parlement européen qu'on essaye de corriger aujourd'hui le mauvais cap on va dire d'un cours de l'histoire en Europe qui est en train de profondément creuser les inégalités, désenchanter la vie démocratique et nous amène à redouter le spectre de l'extrême droite partout en Europe. Donc, on a d'abord fait une liste européenne. J'insiste, le printemps européen, ce sont des partis en Europe qui se sont regroupés et qui n'auront pas, eux, au lendemain de l'élection européenne, à européaniser leur programme. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des partis en France qui ont un programme, mais qui n'est absolument pas compatible parfois avec le programme de leurs petits collègues européens. Nous, c'est déjà fait. Avec qui vous voudrez former un groupe d'ailleurs. Le printemps européen, être assez nombreux. Au Parlement, encore faut-il dépasser les 5%. La gauche arrive particulièrement désunie à cette élection. Comme la droite et l'extrême droite d'ailleurs. Éparpillée, mais bon, j'imagine que c'est la gauche qui vous concerne plus. Pourquoi cette union, que vous aviez appelée d'ailleurs avant la campagne, n'a-t-elle pas eu lieu ? Mais moi, elle n'a pas eu lieu. Maintenant, soit on y va, quoi. On va pas ergoter. Il y a. Non, mais dans une stratégie où personne ne semble gagnant. Il y a des pleurnicheurs qui passent leur temps à pleurnicher. Non, mais écoutez, moi j'ai envie de dire maintenant, la question qui est posée à un électeur de gauche, c'est qui veut-il au Parlement européen? Justement, un électeur de gauche, il a devant lui. Qui regarde les programmes et les stratégies. Nous, c'est clair. Et sur le programme et sur la stratégie. On n'est pas anti-libéral à Paris, puis d'un coup, on redevient un tout petit peu libéral à Bruxelles, parce qu'il faudrait passer des coalitions ou faire de la cogestion avec les conservateurs et les libéraux. C'est comme ça que ça s'est passé auparavant au Parlement européen. Cogestion entre les libéraux d'un côté et la gauche modérée d'autre part, c'est-à-dire les socialistes. Nous, on pense qu'il faut maintenant clarifier le clivage droite-gauche. Qu'à force d'indifférenciation, on a fini par avoir une opposition entre des libéraux pro-européens et les nationalistes, et la gauche a disparu. Les écologistes avec. Donc la clarté, c'est de dire quel est votre candidat à la présidence de la Commission européenne. Nous, c'est Varoufakis. Posez la question aux autres. Des Finances, absolument. Grec. Une candidate à la présidence du Parlement européen, la française et bretonne Isabelle Thomas, meilleure parlementaire européenne de l'année, cette année 2018, l'année 2018, et un programme qui soit un programme politique qui, autour de la question sociale comme de la question écologique, refuse ce qui, à mon avis, est délétère et dangereux, cette opposition entre l'Est et l'Ouest, prend acte que dans chaque pays européen aujourd'hui, les travailleurs ont le sentiment que les inégalités ne sont pas tellement avec l'autre côté du continent européen, mais entre les riches et ceux qui travaillent. Et à partir de là, on construit un programme. Notre programme, nous, par exemple, c'est le salaire minimum européen. Comme Mme Loiseau, vous allez me dire. Sauf que Mme Loiseau, elle propose une cible à 880 € pour la France, nous on propose 1350 €. C'est audible dans une Europe à près de 30 pays. Oui, mais ce qui est audible, c'est qu'il y ait... Avec autant de différences au niveau du code du travail. Justement, mais en fait, l'idée c'est d'avoir un SMIC à 60% du salaire moyen. C'était d'ailleurs le vote du Parlement européen. Frappant de voir que Mme Loiseau, qui parle d'Europe, est si éloignée de ce qu'a déjà voté le Parlement européen. Pour la France, ce serait 1350 €. Ce serait, je ne sais pas combien pour la Hongrie, la Roumanie. Ça ne serait pas le même salaire dans chaque pays européen. Mais l'idée c'est 60% du salaire moyen. Mais en tout cas, ça nous permet tous de nous élever vers un objectif qui montre que l'Europe tire tout le monde vers le haut plutôt que de pousser tout le monde vers le bas. Vous êtes élu demain, vous êtes parlementaire européen, c'est l'une de vos priorités? Quoi d'autre? Oui, parce que je crois que c'est là que ça se passe pour beaucoup. J'ai été parlementaire européen, j'ai été parlementaire national et j'ai eu le sentiment qu'à cause du fonctionnement des institutions de la Ve République, j'étais frondeur, malgré tout, j'avais mon autonomie, ma liberté, mais on n'a aucun pouvoir au Parlement national tant qu'on ne change pas les institutions de la Ve République. Au Parlement européen, on en a beaucoup. Et une capacité sur la question climatique comme sur la question sociale de changer les choses concrètement. Donc, alors oui, sur la question climatique, vous proposez un Green New Deal, 500 milliards d'euros, c'est 3 fois le budget de l'Union européenne, vous Absolument. En parliez à l'instant. Comment on le finance ? Et pour faire quoi? Non, mais pas financé par le budget, évidemment. Si c'était le budget de l'Union européenne, il serait avalé 3 fois... Ça représente 3 fois le budget. Oui, voilà. Mais on veut le financer comment? Par des obligations vertes, qui seraient émises ou par la Banque Centrale Européenne ou par les banques centrales nationales liées à la Banque Centrale Européenne, qui sont des investissements sans gros risque aujourd'hui pour les investisseurs, mais qui nous permettent justement de lever les fonds suffisants pour pouvoir faire face au tournant indispensable si on veut éviter, à partir de 2030, une chute irréversible de nos sociétés
de la biodiversité, des conditions d'existence des populations liées au réchauffement climatique. Et donc on a mis sur la table cet outil-là. On est dans un plan qui est parfaitement compatible avec les traités européens. Donc on n'a pas à attendre le changement des traités. C'est possible comme cela. Et surtout, c'est à la hauteur. C'est d'ailleurs réclamé aujourd'hui par les principaux scientifiques et experts aujourd'hui du climat qui visent la neutralité carbone d'ici 2030. C'est un plan parfaitement réalisable. J'ajoute, nécessaire aujourd'hui si on veut pouvoir faire face au tournant climatique et au dérèglement tel qu'il existe. Il est question d'écologie, vous l'avez évoqué, il est aussi question de protectionnisme dans votre programme. Votre idée, c'est que plus ça vient de loin, plus c'est taxé ? Oui, plus ça pollue, plus c'est taxé. Plus c'est... Donc on recule sur c'est l'ajustement carbone aux frontières, c'est simple, c'est que quand de la Chine viennent des produits qui sont des produits indésirables parce que polluants, avec une contribution négative sur le climat, eh bien on les taxe. En gros, on se protège d'un modèle de développement, le libre-échange, qui aujourd'hui est responsable du fait que la planète brûle, que la biodiversité s'effondre. Je regardais le rapport de l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui parle de la destruction de la moitié des espèces animales sauvages en 50 ans. Ce que le monde, finalement, la planète a mis des millions d'années à construire en termes de biodiversité, en 50 ans, l'humanité l'a détruit pour moitié. Bon, c'est quand même un peu angoissant, non, pour nos enfants. Eh bien, moi, l'énergie que je mets dans ce combat européen, avec l'honnêteté qui est la mienne, la constance dans l'engagement, elle est au service des générations futures. La grande personnalité, je trouve, aujourd'hui de l'Europe, c'est pas ces vieux dirigeants européens qui accrochaient à leur modèle obsolète, dont Macron, qui est un vieux dirigeant européen, accroché vraiment à ce vieux modèle de la croissance à tout prix. La grande personnalité européenne, c'est Greta Thunberg. Elle a 15 ans, mais c'est elle le modèle. Et c'est elle qui nous dit « stop ». Sinon, ça ne sert à rien que j'aille à l'école. Et elle a raison. Mais savoir que tant de gens comme vous font peser tant de choses sur une adolescente de 15 ans, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu angoissant, dramatique ? Moi, je lui prends l'étendard qu'elle nous tend, ou la responsabilité qu'elle nous indique et nous donne, je la prends. Et je dis oui, c'est là-bas que ça se passe. Et c'est en nommant les choses. Il y a une responsabilité éminente des dirigeants des grands pays, dont Macron, des dirigeants des grandes multinationales européennes, et on peut les nommer, à la tête de Total, à la tête de toutes les grandes entreprises françaises, dans le fait qu'on résiste à un changement de modèle de développement. Eh bien oui, cette responsabilité, au nom de l'idée que je me fais, de l'intérêt général, de l'avenir de mes propres enfants et de cette adolescente, oui, il faut opérer ce tournant. Ça tombe bien, c'est au Parlement européen que ça se joue, et il a le pouvoir de le faire. Alors pourquoi un électeur ne voterait pas plutôt pour la liste Europe Écologie Les Verts que pour la vôtre, qui porte le même message. Il peut, mais moi je pense, et c'est la différence que j'ai avec Yannick Jadot, c'est qu'Yannick, il recentre son discours et il pense qu'on peut écologiser le libéralisme. Moi, je ne crois pas. Je crois que Hulot, sa leçon, c'est « j'ai tenté de rendre vert Macron et ses politiques, c'est pas possible ». Ben moi, je pense que pas plus qu'on ne socialise le libéralisme, ça c'est valable pour les sociodémocrates qui continuent à croire qu'ils vont gratter 2 ou 3 trucs en s'alliant avec les libéraux. Ben je pense que c'est pareil. Les Verts allemands l'illustrent par leurs propres échecs à changer le cours des politiques en Allemagne. On n'y arrive pas. Donc il faut un bloc clair de gauche et écologiste qui, sur la question du capitalisme, du libéralisme, des modèles de développement consuméristes et productivistes, disent le tournant qu'il faut qu'on opère, c'est un tournant assez radical, mais radical au sens, vous savez, radical, l'étymologie c'est racine. Il faut qu'on revienne quelque part aussi aux racines du problème. Les racines du problème, c'est le libéralisme et le capitalisme, parce qu'il puise sa force dans les énergies fossiles qui ne sont pas inépuisables. Eh bien, il faut changer ce modèle-là. Votre personnalité européenne, donc, c'est Greta Thunberg. Votre ville européenne c'est la question la plus dure, hein, parce que franchement, il y en a plein. Alors si on pourrait, j'ai trouvé celle qui est la plus symbolique à mes yeux, Athènes, oui, pour la démocratie, et puis parce que c'est à Athènes que finalement l'Europe a basculé dans une forme d'obsession austéritaire qui explique aujourd'hui qu'elle soit si mal perçue. C'est à Athènes que, avec dureté, avec finalement indifférence au sort des peuples, et du peuple et des peuples européens, la Commission européenne, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne ont décidé d'appliquer l'austérité, et c'est la raison pour laquelle, oui, à la
la fois parce que c'est le symbole de la démocratie et parce que c'est le symbole des politiques d'austérité. Je choisis Athènes la démocrate plutôt que Athènes la victime de l'austérité. D'un mot, si vous ne faites pas de 5% le 26 mai, ça sera la fin de votre carrière politique? Écoutez, je viendrai après les élections européennes, vous en parler si vous le voulez bien, mais en l'occurrence, je pense que je serai parlementaire européen et ce sera une joie pour moi de servir mon pays comme parlementaire européen. Merci beaucoup Benoît Hamon d'être venu ce matin dans Paris Direct. Belle journée à vous. Merci. Bon 1er mai et à bientôt. Donc l'info continue avec Pauline Godard dans un instant.